Je m'appelle Nina Ramen. En 3 ans, j'ai emmené mon entreprise de 0 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ce que je pensais être difficile sur ce chemin, c'est vendre mon produit, manager des équipes et apprendre la finance. En réalité, ce qui a été difficile, c'est la solitude. Parce que quand on est dirigeante, plus on monte et moins on a le droit de montrer ses doutes. On a une équipe qui compte sur nous, on a des clients à servir et on a des fournisseurs avec qui négocier. Et les seuls endroits que j'ai trouvés où il y avait des personnes comme moi, c'était des boys clubs. Des lieux où il y avait que des hommes qui venaient m'expliquer mon propre travail et qui comprenaient absolument rien à ce que je vivais. Alors depuis 1 an, chaque mois, j'organise des dîners d'entrepreneuses. Je sélectionne 2 entrepreneuses de haut niveau qui viennent chacune avec une problématique. Et pendant une soirée, on s'aide les unes et les autres sur nos business. C'est ce qui m'a permis de prendre les meilleures décisions pour mon business. Alors ce podcast n'est qu'un prétexte pour avoir encore plus de ces conversations. C'est un endroit vulnérable, authentique, où on apprend. Parce qu'on est à la fois des patronnes, des dirigeantes de nos vies professionnelles, mais aussi de nos vies domestiques, et que parfois, on a envie de s'allonger sur le divan. Bienvenue dans le divan des patronnes. Jasmine est designer de mode. Elle est spécialisée dans les tissus éthiques. Elle voyage à travers le monde pour trouver les meilleures matières premières. Aujourd'hui, elle est à Bangkok, en plein marché textile. Elle tombe sur une soie artisanale parfaite pour sa prochaine collection. Elle discute avec l'artisan, négocie le prix et sort sa carte bancaire. Paiement accepté, 0 frais et 0 stress, grâce à sa carte Hello Bank Pro. Avant, c'était une autre histoire. Pour Jasmine, chaque achat à l'étranger venait avec son lot de mauvaises surprises. Frais bancaires, paiements exorbitants, moins de marge et des calculs incessants pour rester rentable. À chaque paiement, elle redoutait la note finale. C'est pour ça que cette saison est soutenue par Hello Bank Pro. Cette banque te permet de payer partout dans le monde sans frais. Et ainsi, de pouvoir consacrer ton énergie à ton business, à ta créativité et pas aux frais bancaires. Clotilde Dussoulier. Nina, bonjour. Bonjour, bienvenue. Je suis ravie d'être là. Clotilde, sur les femmes repose tellement de charges, à la fois quand on est des patronnes, des entrepreneuses, où repose sur nous la charge du travail, parfois des personnes qu'on manage, parfois des clients, toutes les attentes qui peuvent reposer sur nos vies d'entrepreneuses, mais aussi sur nos vies de femmes et nos vies domestiques. Et l'impact est énorme sur la charge mentale qu'on peut avoir en tant que femme, parce qu'on sait qu'on occupe 1 heure de plus de tâches domestiques et encore plus de travail maternel. Et la conséquence de ça, c'est que les femmes, et a fortiori les entrepreneuses, ont très peu d'espace pour elles. Et face à ça, toi, Clotilde, au travers du métier que tu exerces, des contenus que tu crées, dont ton podcast dont on parlera, mais aussi des contenus du livre que tu as écrit, tu donnes les clés pour reprendre le pouvoir sur nos vies, sur nos réussites et sur notre équilibre. Ce que j'aime le plus chez toi, c'est que tu abordes un sujet qui est le développement personnel, mais de manière pas du tout bullshit, quoi. C'est hyper concret, hyper actionnable. D'ailleurs, tu es toi-même ingénieur de formation, donc c'est très carré, c'est très actionnable. C'est hyper précis dans les propositions de valeur que tu as. Tu apportes des outils concrets, des stratégies solides et une approche qui dépasse juste la simple motivation. Le matin, tu vas être plus motivé. Tu offres des clés qui sont concrètes et je parlais de ton podcast tout à l'heure qui est un des podcasts numéro 1 du développement personnel en France. Bravo pour ça, tu as accompagné des centaines de personnes dans ton programme de coaching. Dans un marché saturé de plus en plus, tu tiens bon, tu évolues et tu continues d'imposer ta vision du coaching. À mon avis, c'est grâce à l'amour de l'apprentissage que tu as. Un jour, tu m'as partagé la liste des livres que tu avais lus en une seule année. Et franchement, je crois que je connais personne qui lit et qui apprend autant que toi. Et c'est cette capacité à nourrir de nouvelles connaissances, à expérimenter et à transmettre que j'aime énormément chez toi. Au-delà de ton expertise, c'est pas seulement les médias, le média que tu as au travers de ton podcast, au travers de tes réseaux sociaux, mais aussi une équipe que tu inspires. Et je me rappelle d'une conférence que tu as donnée qui était sur la culture d'entreprise et comment est-ce que tu fais pour emmener les gens dans une direction. Et j'ai adoré ce moment-là. Pour tout ça, Clotilde, pour le modèle que tu es, pour l'inspiration, pour l'impact que tu as auprès de milliers de femmes sur ton podcast via ton contenu, mais aussi auprès de ton équipe proche et de femmes dont je fais partie, que tu aides à trouver des clés sur leur équilibre pro et perso, je te dis merci. Merci. Quelle belle introduction. Écoute, merci beaucoup. Merci Nina. Merci et bienvenue sur le divan des patronnes.
Écoute, on est très bien. C'est important pour moi de présenter les rôles modèles féministes que nous sommes, que tu es en l'occurrence, parce que y a plein de... Tout ça, en fait, sont autant de modèles, de manières de faire, de manières de réussir. Et ce que j'adore chez toi, c'est à quel point tu alignes tes valeurs dans tout ce que tu fais. Donc, j'avais envie de te le dire en introduction de ce podcast. Écoute, c'est un très beau compliment. Merci beaucoup. Clotilde, je t'ai présenté de la manière dont moi j'avais envie de te présenter par rapport à ce que je sais de toi, ce que j'ai vu de toi et l'impact que tu as. Ce que je te propose, c'est une série de 6 questions pour que nos auditrices puissent te connaître davantage. Oui. Première question, comment est-ce que tu expliques ton métier à quelqu'un qui n'est pas initié, mais qui n'y connaît rien? Donc, mon métier principal, c'est le coaching de vie. Et le coaching de vie a pour objectif d'aider des personnes qui ne se sentent pas à 100% bien dans leur vie, à identifier pourquoi, qu'est-ce qui leur manque, où est-ce qu'elles veulent aller, et quel est le chemin le plus efficace et le plus plaisant pour y aller. Et plus spécifiquement, nous, on accompagne des personnes qui ont l'impression d'avoir construit une vie dans laquelle il n'y a plus de place pour elles. Et donc, c'est en très grande majorité des femmes, mais pas que. Ça m'intéresse parce qu'il y a certaines problématiques qui concernent aussi les hommes. Et j'ai une sensibilité particulière, dans tous les sens du terme, sur la dimension émotionnelle de notre existence, qui, à mon sens, est une grande oubliée de nos vies quotidiennes, souvent de l'éducation qu'on a reçue. Alors en fait, c'est le cœur de tout. Complètement, je te rejoins à 1000%. Merci. Est-ce que tu peux me citer une action que tu mets en place pour entretenir ta santé mentale? Alors, sans aucune hésitation, c'est le temps que je prends le matin pour écrire. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai dans ma vie. Alors, depuis un peu toujours, j'ai toujours tenu des journaux intimes, mais ça n'est plus aujourd'hui un journal intime de « ah oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça ». Mais c'est vraiment un dialogue avec moi-même par lequel mes journées démarrent avec mon café et qui me permet vraiment de me préparer à ma journée, de me connecter à moi-même en début de journée, d'identifier quels sont les enjeux pour que tout le reste de la journée en fait soit plus... Oui, c'est ça, soit plus connecté, plus aligné et surtout ne pas être en mode pilotage automatique, ce qui, à mon sens, est le cas d'énormément de personnes et qui, pour moi, est le début de tous les autres problèmes qu'on peut rencontrer. Complètement, je suis d'accord avec toi. Si tu devais, je trouve que j'ai la même habitude, donc et on se retrouve aussi là-dessus. Mais ça peut être hyper intimidant pour quelqu'un de se dire qu'elle va écrire tous les matins. Ce serait quoi la manière de faire ça si quelqu'un qui n'avait jamais eu cette pratique, elle devait s'y mettre? Qu'est-ce que tu écris? Comment on fait? Par quoi on commence? Oui, en fait, alors il y a un petit peu 2 options. Il y a une option qui est juste, j'ouvre mon carnet et ensuite je ne fais que retranscrire, comme si j'écoutais la radio ou la télé. Je ne fais que retranscrire ce que j'entends dans ma tête. Okay. Donc il y a des personnes où ça leur parle comme instruction, et puis il y a des personnes qui... Dès qu'elles écoutent, il n'y a plus rien. c'est le blanc. Et à ce moment-là, moi, ce que je peux proposer... Alors, il y a un épisode du podcast Change ma vie qui s'appelle 3 questions pour bien démarrer sa journée. Donc, je peux renvoyer sur cet épisode. Mais l'idée, c'est de se poser des questions très simples. Donc, par exemple, comment est-ce que je me sens? Alors ça, déjà, ça paraît simple. Mais déjà, la plupart des gens ne se posent pas cette question-là en début de journée. Elles se disent que voilà, il n'y a pas le temps. Donc, comment est-ce que je me sens? Qu'est-ce qui m'inquiète ou qu'est-ce qui me préoccupe aujourd'hui? Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je peux faire pour agir là-dessus? C'est le moment d'aller voir cet épisode de Change ma vie. Je ne sais pas si j'ai dit le nom tout à l'heure, je le redis ici. Excellent. Ok, merci. 3e question, quelle est ton habitude préférée, qu'elle soit considérée comme bonne ou mauvaise? Écoute, je ne sais pas si c'est une habitude à proprement parler, mais c'est une propension qui est de... J'ai toujours eu ce double niveau d'existence, c'est-à-dire je vis mes situations et il y a en permanence comme si j'étais sur le balcon d'observation à me demander qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça, est-ce que ça pourrait être utile à quelqu'un d'autre que moi, est-ce qu'il y a un lien entre ça et d'autres trucs. Donc en fait,
c'est cette espèce de double niveau d'expérience de ma vie, qu'à vrai dire, je ne sais pas désamorcer, et qui, je pense, explique beaucoup de ce que je suis en mesure de partager, donc sur Change ma vie et voilà, dans tout ce que je fais. Parce qu'en fait, je suis en permanence en observation. Ça peut être fatigant, mais c'est aussi très fertile. Trop bien, merci. On arrive à la question signature de ce podcast, qui est quelle est la dernière fois où tu as changé d'avis et c'était sur quoi? Alors, la dernière fois que j'ai changé d'avis et sur quoi est-ce que c'était? Je crois, et peut-être qu'on y reviendra un petit peu plus tard, je crois que j'ai changé d'avis sur mon rôle de chef d'entreprise, en fait. Et en particulier dans la gestion de mon équipe. Waouh, quel teasing, on en parlera tout à l'heure. Deux dernières questions pour finir. Qu'est-ce que tu as accompli et que tu ne pensais pas possible? Eh bien, je pense que la construction de mon entreprise, hein, c'est quelque chose qui a vraiment dépassé. C'est pas que je pensais pas que c'était possible, mais si on m'avait dit il y a 10 ans que je construirais ça, je ne l'aurais pas cru. Et pour finir, 5 mots qui te définissent. Alors, évidemment, tu ne m'avais pas prévenu en avance. Je pense qu'il y a quelque chose autour de... J'avais envie de dire drôle. Et en fait, c'est pas forcément que je me pense drôle, mais que j'aime beaucoup rire. Donc, je pense que le rire et l'amusement, ça serait un. Le 2, c'est réfléchir. Parce que c'est quand même... voilà, je réfléchis beaucoup. Le 3e mot, je dirais introverti. Dans le sens où quand même, je ne suis jamais aussi bien que seule dans ma bulle et j'en ai beaucoup besoin. Le 4e, ce serait un mot autour de l'utilité. C'est-à-dire que j'ai vraiment fondamentalement, j'aspire fondamentalement à être utile aux gens parce que je fais. Et je dirais le 5e, c'est l'amour, parce que je pense que c'est... je pense que c'est vraiment quelque chose de sous-jacent. Je pense que je suis quelqu'un de très aimant. Voilà. Okay. Merci pour tous ces éléments que tu as apportés sur des visions différentes, des facettes différentes. J'avais construit ce set de questions autour de 6 valeurs qui me sont chères. La première, c'était comment tu expliques ton travail à des personnes qui ne sont pas initiées. C'est la valeur pédagogie, sur transmettre. Cultiver son bien-être sur la santé mentale. La structure sur l'habitude préférée, apprendre sur la dernière fois que tu as changé d'avis. En fait, on ne change d'avis que quand on apprend de nouvelles choses. Excelsior, être un peu meilleur chaque jour sur qu'est-ce que tu accomplis. Et 5 mots qui te définissent. Ça dépend. Parfois, c'est une vision très marque personnelle parce que les gens se définissent au travers de la marque personnelle qu'elle renvoie. Et d'autres, ça peut être aussi une question développement personnel, à l'inverse. Donc, très intérieur. Merci beaucoup de t'être prêté à ce jeu. Je te propose qu'on passe à la première partie de cette émission. Et pour ça, j'aimerais aborder un sujet avec toi qui me semblait hyper intéressant autour de, tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est une des choses que tu as appris sur ta place d'entrepreneuse et notamment avec une équipe. Clotilde, tu es dirigeante d'une entreprise qui s'appelle Change ma vie. Et aujourd'hui, tu as fait le choix, et déjà il y a quelques années, d'avoir une équipe avec des salariés. Et je pense que parmi les auditrices qui nous écoutent, beaucoup se posent cette question. En fait, c'est généralement des personnes qui ont eu des croissances d'entreprise où elles ont déjà passé des stades. Et en général, l'étape d'après, on se dit toujours, c'est le moment de recruter si je veux grandir plus. Et je pense qu'il faut du courage pour passer cette étape-là. Et toi, c'est quelque chose que tu as fait. Et donc, j'aimerais discuter avec toi de comment tu as fait, particulièrement, comment tu as structuré de ton côté. Et je vais commencer, la première question serait peut-être, quelle est la première fois où tu t'es dit, je vais recruter quelqu'un? Donc, c'est des salariés en CDI. Quelle est la première fois où tu t'es dit, je vais recruter quelqu'un? Est-ce que ça a toujours été une ambition? Est-ce que tu t'es dit dès le départ? Ça s'est passé comment à ce moment-là? Alors, dans mon activité de coaching, parce que moi, avant, j'étais autrice culinaire et puis encore avant, ingénieure en informatique. Mais, toutes les vies de coaching. Dans mon activité de coaching, en fait, j'ai décidé de recruter une personne à un poste d'assistante à partir du moment où je me suis dit, il y a
y a plus de choses à faire que ce que je ne peux faire. Et l'ambition, c'était d'avoir quelqu'un qui puisse vraiment être à bord du navire, investi de la mission avec moi. Alors, il se trouve que c'était quelqu'un qui avait des aspirations artistiques par ailleurs, donc c'était pas un temps plein. Okay. Et en fait, pour moi, le fait de l'embaucher en salarié, à vrai dire, je ne me suis même pas posé la question. Parce qu'en fait, pour moi, les modèles que j'avais autour de moi, c'était les modèles d'entrepreneuriat que j'avais autour de moi. En fait, mon mari a aussi son entreprise, enfin, il avait fondé son entreprise à l'époque. Et en fait, donc lui, il est dans la tech. Et dans la tech, on embauche les développeurs, on embauche. Donc en fait, j'avais vraiment ce modèle du salariat qui était pour moi la norme. Et donc déjà, c'est de là que ça a commencé. Et j'avais aussi une association forte autour d'un sentiment de... En fait, je voulais créer quelque chose de stable. Et pour moi, et pour les personnes avec qui je travaillais. Et pour moi, le format du salariat, il y a quelque chose dans lequel on s'installe, en fait. On n'est pas salarié pour 3 mois et on n'embauche pas un salarié pour 3 mois. Déjà, la loi le permet peu. Et comme moi, je me projetais dans un temps long, je trouvais que c'était une bonne façon de fonctionner. Et donc, le facteur déclencheur de ce choix-là, il a été de te dire, il y a trop de travail. Oui. Et quel a été le moment où... C'est quoi la limite entre il y a trop de travail et je vais rogner sur 1 heure, 2 heures, 3 heures, travailler mes week-ends? Ah bah quand il n'y a plus d'heures de week-end, si tu veux. Voilà, c'est ça, c'est que tu es arrivé à un stade où tu t'es dit, en fait, je vais bien remplir mes semaines, je vais bien remplir mes journées. Alors, pour contextualiser, en fait, dans mon métier précédent d'autrice culinaire, j'avais déjà une assistante. D'accord. Donc en fait, ce passage de... il y a trop de travail et en fait, si je remplis ma vie de travail, je vais me cramer. Cette étape-là, je l'avais déjà dépassée préalablement. Et donc, le fait de prendre une assistante pour mon activité de coaching, ce palier-là, j'étais déjà de l'autre côté. Ok, hyper intéressant. Donc, tu te rends compte que tu n'as que 24 heures dans ta journée, ce que tu savais déjà, mais tu t'es dit, ça y est, c'est le bon moment. Se pose très rapidement le modèle de je vais prendre quelqu'un en salarié. Même pas d'autres alternatives à ce moment-là. Non, je ne savais même pas, je n'ai même pas envisagé autre chose que de la salariée. Ouais, complètement. Est-ce qu'il y a des peurs qui se créent à ce moment-là en toi sur le modèle du salariat, de dire que tu vas devoir sortir un salaire tous les mois ou c'est pas un sujet? Alors, c'était pas un sujet parce que, en fait, ce que je voyais, c'était que ce que cette personne allait m'aider à faire, ça allait dégager du temps pour que moi, je puisse faire des choses qui allaient créer plus de valeur. En fait, le développement de mon activité était plafonné par l'énergie que moi, je pouvais matériellement y mettre. Et donc, en fait, pour moi, c'était évident, le retour sur investissement, de dégager certaines choses de mon emploi du temps pour que moi, je puisse faire des choses que moi seule pouvais faire. Donc, il n'y avait pas de crainte autour de ça. Les formes de crainte ou de réticence, elles étaient plus dans une forme de responsabilité extrême. Et donc, ça, je pense que c'est quelque chose auquel on va peut-être avoir l'occasion d'y revenir. C'est qu'en fait... je pense que c'est une caractéristique des entrepreneurs, c'est qu'on est des gens extrêmement responsables et qu'en fait, cette extrême responsabilité, elle peut aller parfois un peu loin. C'est-à-dire qu'en fait, je me sentais extrêmement responsable que tout soit prêt, que tout soit conçu, qu'elle arrive dans un système dans lequel tout soit fluide. En fait, moi, on ne retire pas l'ingénieur de la tête de la coach. Et donc, en fait, je voulais construire un système idéalement parfait, dans lequel des gens arrivent, trouvent que tout est merveilleusement bien organisé, que tout est simple, que tout est fluide. Et ce dont je me suis aperçue au fur et à mesure, c'est que du coup, en fait, s'il y a un problème, moi, fondamentalement, je pense que c'est ma responsabilité de le résoudre. Et en fait, ce que j'ai compris au fur et à mesure, c'est qu'en réalité, on embauche des gens pour résoudre des problèmes. C'est que si c'est moi qui résous les problèmes pour les gens, alors je peux jusqu'à un certain point, mais voilà. Et donc j'avais cette espèce de rapport je voulais créer l'environnement parfait pour que ce soit le job génial ou voilà. Et en fait, ça, après, je l'ai questionné parce que je me suis dit, en réalité, un job dans lequel il n'y a pas de challenge, où tu résous pas de problème,
je sais pas si... Voilà, c'est peut-être pas en réalité, c'est faussement des bonnes conditions de travail. Ça me parle énormément, ce que tu dis. Et est-ce que le rôle que tu te donnais à ce moment-là, et peut-être pas que pour cette personne, mais peut-être pour les plusieurs suivantes, je ne sais pas, c'était de se dire que toi, tu dois construire le système et que tu embauches des gens pour faire tourner le système, en gros. Oui, c'est un peu ça. Ouais, c'est ça. Et que toi, tu étais l'ingénieur qui construisait le système et quelque part, tu faisais tourner le système. Mais par contre, si le système s'enrayait, bah, oui, ces personnes-là... je me disais, c'est ma faute. Exactement, exactement. Tu te disais, c'est ta faute. Et quels ont été les impacts négatifs de réfléchir comme ça? Tu en as parlé un tout petit peu là, mais tu parlais d'ownership, de se sentir responsable. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors, c'est quoi le en fait, sujet? je pense que cette idée de responsabilité, comme beaucoup de notions, elle est sur un axe. Oui. Et que pour moi, l'enjeu quand on construit une équipe, c'est d'arriver à trouver le bon curseur de responsabilité. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas embaucher une équipe ou prendre des gens en freelance et se dire, ah bah, c'est elles qui sont responsables. Donc en fait, moi, ah bah non, mais je ne savais pas, etc. Ah non, mais on ne m'a pas dit. Ah non, mais ça, ce n'est pas moi qui m'en occupe. Parce qu'au bout du bout, entrepreneur, au bout du bout, la responsabilité, c'est la mienne. Mais il y a des passations de responsabilité et surtout le fait de clarifier quelle est la responsabilité des personnes, c'est-à-dire, et notamment en termes de résultats. Et en fait, moi, ce dont je me suis aperçue, c'est qu'il y a une distinction importante qui est, est-ce que j'embauche des gens pour m'aider ou est-ce que j'embauche des gens pour créer des résultats? Et en fait, je pense que moi, pendant longtemps, je me disais, je vais embaucher des gens pour m'aider à faire les choses que si je pouvais les faire moi, je voudrais les faire, mais j'ai pas le temps, donc je le fais pas. Mais du coup, il y a une plus grande... C'est-à-dire que comme les gens font des choses, mais l'objectif, c'est pas qu'on fasse des choses, c'est qu'on crée des résultats. Et je pense que j'ai mis longtemps à comprendre cette distinction. Et quand cette distinction, elle est pas claire, ni pour l'entrepreneur, ni pour les personnes qui sont dans l'équipe, ça crée toutes sortes de malentendus, de frustration et parfois d'énergie qui est déployée pour des choses où en fait, comme le résultat recherché est pas clair, bah même avec la meilleure volonté du monde, en fait, tout le monde travaille, mais pas forcément à faire des choses qui comptent vraiment ou voilà. Ouais, si ton job c'est de faire tourner la roue et que c'est pas forcément d'emmener la voiture quelque part, bah ton job c'est juste de faire tourner la roue et quelque part, ça me parle énormément. Merci de partager cette réflexion-là. Et d'ailleurs, je propose qu'on reprenne justement la construction de ton équipe parce que c'est vraiment le sujet sur lequel j'ai envie qu'on avance ensemble. Donc on est à cette première personne que tu fais rentrer. Comment ça se passe tes décisions sur aujourd'hui Change ma vie, c'est combien de personnes en tout? Alors aujourd'hui, on est 8. On est 8. Ça a été quoi les différentes étapes sur les embauches que tu as fait après cette première embauche? Ça s'est fait assez rapidement. Comment tu as choisi les prochains profils? Parce que premier profil, bon, assistante, on se dit c'est des bras, j'ai besoin de plus de bras. Voilà. Je suis curieuse de savoir sur toutes les fonctions de ta boîte, qui sont des fonctions, il y a une fonction marketing, une fonction vente, une fonction production de coaching, parce que c'est toi qui coachais au début, c'est ça? C'était quoi les premières BU que tu as choisi de déléguer finalement? Oui. Alors, je précise que avec le recul, je vois qu'il y avait d'autres façons de faire, donc je ne fais que dire ce que j'ai fait. Je ne dis pas qu'il faut faire ça ou voilà. Je pense que c'est très, ça dépend beaucoup des. En fait, la raison pour laquelle je dis ça, c'est que je me rends compte que dans la construction de mon équipe, il me manquait une compétence dont je sais maintenant que ça s'appelle du team design, donc du design d'équipe, et où en fait, en réfléchissant en amont, je me disais, tu sais, il y a la notion d'apprentissage, tu sais, on commence par l'incompétence inconsciente. C'est quand tu ne sais pas faire quelque chose, mais en fait, tu ne sais même pas que tu ne sais pas parce que tu ne sais pas que ce serait une compétence. Et tu peux même pas le demander à Google puisque tu ne connais pas le nom. Tu ne connais pas le nom et puis tu ne sais pas que c'est une question qu'il faut se poser. Parce que, donc tu vois, typiquement le fait de choisir le salariat directement, ne m'étant pas posé la question, je ne pouvais pas demander conseil. Et donc en fait, cette notion de team design, donc de design d'équipe en bon français, en fait, je n'avais pas les clés et donc j'ai tâtonné, hein, comme on fait beaucoup. Et comme je ne savais pas que c'était un sujet, je n'ai pas non plus demandé à l'extérieur à des personnes qui auraient construit des équipes
dans des environnements plus proches du mien, quel choix est-ce que eux ils avaient fait, comment est-ce qu'ils s'y étaient pris, etc. Et donc toujours est-il que moi ce que j'ai fait, donc cette personne qui était mon assistante, comme elle avait des aspirations théâtrales et qu'elle a eu une super bonne opportunité, du coup on a arrêté de travailler ensemble à cette occasion. C'était juste au moment du Covid, donc c'était voilà. Donc malheureusement le théâtre c'était, enfin je pense que ça a été un peu compliqué aussi cette période-là. Et donc en fait moi ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai recruté des coachs. Qui puissent me seconder dans le coaching, donc dans l'accompagnement de nos clientes. Et ça, c'était quelque chose auquel j'aspirais beaucoup parce que ma façon de coacher, l'approche de coaching de Change ma vie, c'est pour ça que je voulais des personnes qui soient intégrées à mon équipe, c'est parce qu'il y avait un volet formation où je voulais vraiment qu'on puisse avoir une façon de coacher qui soit harmonieuse, qui corresponde à mon approche. Et donc, ça ne me convenait pas d'avoir des coachs qui peut-être avaient leur façon de coacher, qui après allaient coacher d'autres gens. Et donc il y avait cette espèce de, voilà, ce côté, oui, vraiment équipe totalement mobilisée au service de la mission de Change ma vie. Ouais, qui est une crainte quand on grandit et quand on est une bonne technicienne dans son métier, experte, coach comme toi, mais même dans mon cas, sur plutôt le marketing et la vente. Quand on commence à grandir, en fait, on arrive à ce point, alors qu'on commence par déléguer autre chose ou ça, mais en tout cas, quand on doit faire opérer ce qu'on est censé faire de mieux, c'est-à-dire notre cœur de métier, notre cœur de métier, notre technicité, c'est un vrai sujet parce qu'il y a beaucoup de peur. En tout cas, moi, j'en ai eu beaucoup qui étaient de me dire, est-ce que ça va être aussi bien fait que si c'était moi ? Comment je vais garantir finalement la qualité ? Comment je ne vais pas laisser s'échapper mon savoir et mes connaissances que les personnes pourraient réutiliser après à leur propre service et plein d'insécurité. Enfin, moi, ça m'avait déclenché beaucoup d'insécurité. Et comment, et de ce que tu verbalises, j'ai l'impression qu'il y avait aussi ces questions-là que tu avais. Comment est-ce que, en construisant cette équipe, ça a été quoi un peu les différentes étapes de je fais opérer ma technicité, mon expertise, ma méthodologie qui fait la personne et la boîte aussi unique et ce que les gens viennent pour cette promesse, comment je le fais opérer avec le niveau de qualité, de technicité que j'attends par d'autres personnes? Alors, c'est la formation, hein, la réponse. Et donc, tu as formé tes coachs? Ouais, j'ai formé mes coachs et en fait, assez rapidement, on a mis en place un système où les personnes, les coachs nouvellement arrivés dans l'équipe commençaient par faire des actions de coaching qui pouvaient être supervisées pour pouvoir affiner, ajuster, etc. Et ça nécessite aussi de sortir de sa propre tête, de pouvoir expliquer comment est-ce que je fais ce que je fais, alors même que voilà, le coaching, il y a quand même quelque chose d'assez intuitif. Mais ça m'intéresse énormément de faire ça, cette partie formation. T'as fait rentrer combien de coachs au fil du temps, alors ça a été graduel puisque c'était en 2020 et donc au fur et à mesure j'ai eu, parce qu'il y a eu des arrivées, des départs, mais là par exemple au sein de notre programme de coaching, en plus de moi, il y a quatre coachs. Ok. Et qui applique la méthode, ta méthode? Nous, comme on a un programme de coaching avec une méthodologie qui est la méthodologie Change ma vie, eh bien, il faut former les coachs à cette méthodologie pour qu'ensuite elles puissent accompagner les personnes dans leur progression, dans leur parcours de coaching. Désolée, je creuse, mais en fait, je sais que c'est un vrai enjeu pour les auditrices qui nous écoutent, parce que je pense que, et je me mets à la place de même la Nina d'il y a 1 an, je me disais, mais même 2 ans, je sais, mais c'est tellement méta, en fait, les gens ils viennent pour moi. Comment est-ce que je peux transmettre ça à quelqu'un d'autre? Donc, pour encore creuser là-dedans, tu as standardisé ce que toi tu faisais dans ta tête. Oui. Tu as extrait ta méthode qui était dans la tête de Clotilde, finalement. Oui. Alors, rien qu'en construisant un programme de coaching, ça nécessite déjà en fait, dans la construction d'un programme de coaching, si on le fait bien, ça commence par de l'accompagnement en one-to-one ou en petit groupe
pour bien éprouver. On construit pas une méthode en partant de rien. On systématise des choses qu'on a éprouvées pour pouvoir compresser le parcours, ne passer du temps que sur ce qui en vaut vraiment la peine. Et ensuite, ça continue à évoluer, bien sûr. Donc, en construisant le programme de coaching, en fait, j'avais synthétisé et construit la méthode qui me paraissait être la meilleure pour accompagner nos clients, nos clientes. Et ensuite, les coachs étaient formés à cette méthodologie. Et ensuite, il y a l'idée de pouvoir leur faire du feedback sur la façon de coacher. Donc, il y a en interne... Du contrôle continu sur... Alors, du contrôle continu et de la supervision, du feedback sur des appels de coaching, des réunions où il y a une personne, où on regarde un échange de coaching et puis on regarde s'il y a quelqu'un qui a rencontré une difficulté dans un échange, on peut se faire des retours, etc. Donc si je résume, il y a une première partie qui est en fait standardisation de ta méthode, de ce que tu faisais, mise à l'échelle, parce qu'au début tu faisais du coaching one-one, puis tu as fait grandir en fait tes groupes, donc ça t'a forcé un peu à la standardiser. Ensuite, onboarding, donc formation de l'équipe et des personnes qui rentrent à cette méthode que tu avais standardisée, et contrôle un peu... qualité, suivi, supervision. Est-ce que tu t'es dit, comme tu as une marque personnelle forte, tu inspires d'ailleurs des milliers de femmes, comme je l'ai dit en intro, est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, mais les gens m'achètent moi, entre guillemets, plus que ma méthode, et comment est-ce que je vais continuer à vendre si c'est pas moi qui opère, c'est pas moi qui fais du coaching. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est une question que tu t'es posée? Et est-ce que ça a été finalement un vrai problème? Alors, ça n'a pas été un problème. En fait, je pense qu'il y a deux choses. Il y a d'une part, c'est que je suis là. Enfin, je veux dire, les gens achètent la méthode change ma vie, achètent le coaching de Clotilde, et moi je coach dans le programme. C'est juste que je ne suis pas la seule coach qui opère dans le programme. Et donc il y a une histoire de passation de confiance qui, je pense, se ressent. Tu vois, enfin, si je faisais intervenir n'importe qui, je prends quelqu'un dans la rue, je pense que ça se sentirait que je serais pas sûre de mon coup. Et surtout, en fait, ça part aussi de la conviction que, en fait, il y a une vraie richesse à être au contact de plusieurs coachs qui construisent leur coaching et leurs éclairages sur une base commune. Donc, en fait, ce qui serait gênant, c'est si on disait des trucs contradictoires ou des méthodologies tout à fait différentes et qui ne seraient pas complémentaires. Mais là, en fait, comme elles entendent à travers différentes voix des messages qui convergent, et en réalité, moi, ce qui me fascine, c'est qu'il y a des fois où on a des retours de nos clientes qui disent « Oh là là, mais tel appel avec tel coach, j'ai entendu ça et je me suis dit « Mais attends, mais bien sûr !» Elle nous envoie des messages et tout. Et je me dis « En fait, tu veux, c'est exactement ce que je dis à longueur. Mais il a fallu que ce soit cette personne-là qui le dise à ce moment-là, de cette façon-là, qui n'est pas la façon dont moi je l'ai dit. Et moi, je pense être forte dans ce que je fais, mais je suis forte à ma façon. Et j'ai d'autres coachs qui sont fortes à leur façon. Trop bien. Merci. Pour un peu clôturer cette partie sur comment on fait opérer son expertise technique, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a envie, qui est soit dans la prestation, soit dans le coaching, qui a envie de grandir, donc qui a son expertise, qui a beaucoup de clients, mais qui ne peut pas absorber plus de clients, qui se retrouve dans la situation dans laquelle tu étais je dois potentiellement prendre une autre personne pour faire opérer ça et faire grandir la boîte, et qui a cette ambition de faire grandir sa boîte. Qu'est-ce que tu lui dirais? Qui hésite et qui a peur, qui a les peurs de en fait, Clotilde de l'époque. Je dirais que il faut que c'est un investissement et qu'il faut pas se mentir sur l'investissement que ça représente, parce qu'en fait, je pense qu'une erreur qui peut être faite et qui peut honnêtement, alors, torpiller une boîte, c'est peut-être beaucoup, mais c'est dans la précipitation de se dire non, mais ok, ça passe. Ouais, c'est clair. Non. Ça passe pas. Ça passe pas. Et en fait, c'est un investissement, mais qui vaut le coup avant tout pour la confiance qu'on ressent soit quand on
en fait, la première personne qu'il faut convaincre, c'est nous, de la qualité des personnes qu'on met en face de nos clients ou de nos clientes, leur bonne intégration de la méthode ou du processus à mettre en place, et surtout de se poser la question, comment est-ce que je vais pouvoir vérifier au fur et à mesure qu'il n'y a pas une sorte de... Parce qu'en fait, le danger aussi, c'est de se dire, OK, je forme la personne, c'est bon, truc. Du coup, moi, je vais aller m'occuper d'autre chose. Et puis, il y a la dérive des continents. Et puis, le jour où on s'en aperçoit, on est là, mais attends, mais tu leur dis ça, mais ça va pas du tout. Mais attends, mais genre... Et cette espèce de sentiment d'étrangeté, de ne plus être chez soi dans sa propre boîte, parce qu'en fait, il y a des trucs qui se sont passés à des endroits et où on se dit, mais attends, mais comment on en est arrivé là? Pour moi, c'est vraiment problématique. Et donc, l'enjeu, c'est investissement dans la formation, mais investissement aussi, au long cours, dans des systèmes de... validation. OK, par exemple, si j'ai des coachs, régulièrement, je vais regarder un appel de coaching qu'elle fait. Alors, est-ce que ça prend du temps? Oui. Faire le feedback, est-ce que ça prend du temps? Oui. Mais en fait, on ne peut pas transiger là-dessus, quoi. Super intéressant. Et je sais que c'est pas le truc, voilà, c'est pas le quick fix qu'on voudrait entendre, mais je pense vraiment que il n'y a pas tellement plus important que ça. Je suis totalement alignée avec toi et je pense que ça amène aussi une certaine sérénité. En fait, c'est pas soit tu délègues tout et tu regardes plus ce qui se passe, ou soit tu gardes tout et en fait tu fais tout toi-même. Il y a un espèce de entre-deux que tu es en train de décrire qui est je fais rentrer la personne et au fur et à mesure je m'assure que c'est le standard de qualité que moi j'ai fixé pour la boîte, et puisque tout ce qui se passe dans cette boîte j'en suis responsable, ouais. Et j'ai une extrême responsabilité, quelque part, avoir des points d'étape où toi, tu vois régulièrement que le continent dérive pas trop loin, c'est aussi rassurant pour soi, quelque part. Et je trouve que ça calme cette anxiété ça se trouve, à tout moment, il se passe un truc, il y a une dinguerie qui est dite dans mon programme et je suis pas au courant. Et je pense qu'en fait, c'est dans la fiche de poste de l'entrepreneur ou du chef d'entreprise, ouais. Il faut qu'il y ait ça. En fait, je pense, là, j'ai eu, il y a pas très longtemps, affaire à un géomètre. Et en fait, je demande à un cabinet de géomètre de faire intervenir quelqu'un. C'est pas le chef du cabinet de géomètre qui intervient, mais il a des géomètres qui sont formés, qui viennent sur le terrain. S'il y a un problème, il va regarder. Ouais. Je veux dire, dans tous les métiers, le chef d'entreprise peut avoir l'expertise métier, mais c'est pas lui qui fait tout. En revanche, moi, quand je vois le technicien, le géomètre qui vient, j'ai confiance dans le fait qu'il y a quelqu'un quelque part qui s'assure qu'il fait les relevés correctement, quoi. Ouais, hyper intéressant. Merci beaucoup. Donc, on en est à ce premier sujet qui est comment est-ce que je délègue mon expertise technique. Est-ce que, encore une fois, je vais mettre en avant le fait que tu as une marque personnelle forte, mais aussi ce que moi j'appelle être un média, en fait, au niveau auquel tu es. Tu as le premier podcast de développement personnel en France qui s'appelle Change ma vie, que moi-même j'écoutais, je me rappelle, avant qu'on se rencontre dans le train. On a parlé de déléguer la partie livraison du produit. Maintenant, si on s'intéresse un petit peu plus à la partie faire opérer le marketing et les ventes, c'est-à-dire l'image de l'entreprise. Parce qu'au bout d'un moment, toi, tu as un certain nombre d'épisodes de podcast à sortir, puis j'imagine une newsletter, puis des contenus Instagram, puis etc., etc. Et tout ça est très dépendant de toi et de ton image et de ta voix et de qui tu es. Donc, comment est-ce que tu as fait opérer ces deux autres BU, pour le coup, enfin 7 autres BU, et c'est la fin de ma question. Comment est-ce que tu as fait, tout simplement? Est-ce que tu l'as fait déjà? Alors, et dans quelle mesure? Je l'ai fait dans une certaine mesure, c'est-à-dire que la partie... en fait, ce que j'ai essayé de transmettre et qui n'a marché qu'imparfaitement, c'est la responsabilité de notre marketing. Ouais. C'est-à-dire, en fait, le fait de dire, OK, quelqu'un d'autre que moi va se poser la question de comment est-ce qu'on fait pour faire connaître la marque, créer de l'engagement, etc. Ça n'a marché qu'imparfaitement parce qu'en réalité, le marketing d'une entreprise comme Change ma vie, il est très porté par les contenus qu'on crée qui doivent être vraiment, j'ai presque envie de dire purs. Enfin, il faut qu'il y ait une sorte de pureté de la source qui, de fait, actuellement vient de moi, et qu'en fait, si c'est déporté sur quelqu'un d'autre, en fait, on se met à recycler des choses qui ont déjà été créées, et si je m'éloigne de ça, en fait,
la pureté de la source. Tu vois, c'est comme respirer dans une pièce qui reprend pas d'air de l'extérieur. Au bout d'un moment, ça manque de fraîcheur. Okay. Et donc en fait, ce qui fonctionne pour moi et pour nous, c'est qu'en fait, je reste très installée dans le fauteuil de la responsable marketing et que je puisse m'appuyer sur des expertises autres. Mais cette partie vision de notre marketing, elle est difficilement dissociable de ma vision pour Change ma vie et du fait que moi je continue à grandir, que moi je continue à avoir des choses à partager à travers le podcast Change ma vie, à travers nos différents contenus, à travers nos programmes, à travers des événements en ligne qu'on peut faire et essayer de décorréler les deux, ça, j'ai pas réussi à le faire fonctionner. Ouais, si je reformule, parce que c'est une question qu'on pose beaucoup sur les personnes qui ont une marque personnelle très forte en fait quelque part. Si je reformule, tu as eu une période où tu t'es dit que tu allais faire opérer ton marketing, donc notamment ta stratégie de création de contenu, tu allais la faire opérer par quelqu'un qui allait recycler des contenus que tu avais toi-même créés de base. Ou proposer ses propres idées. Ou proposer ses propres idées. Et du coup, tu trouves que si je comprends bien, la partie je vais créer et je vais demander à quelqu'un de recycler, ça a quand même moyennement bien marché parce qu'on se trouve dans cette idée de c'est une pièce où l'air ne circule pas, quoi. Quelque part, c'est en vase clos. En fait, si tu veux, ce qui est intéressant, c'est que je n'ai aucun marqueur extérieur que ça ne fonctionne pas. En fait, c'est pour moi que ça ne fonctionne pas. Ah, ok, d'accord. Ah, ok, super intéressant. Tu sais, je parlais tout à l'heure de ce sentiment d'étrangeté. Ok. C'est qu'en fait, moi, j'ai vraiment besoin que ce qu'on publie, que ce qu'on dit, que ce qu'on fait, qu'en fait je me reconnaisse à plein. Sinon, il y a un espèce de désalignement. Je ne peux pas me faire le porte-parole d'un message qui a été conçu par quelqu'un d'autre. Et en plus, j'ai quand même et c'est beaucoup le retour que me font à la fois les auditeurs auditrices du podcast Change ma vie, mais aussi nos clients et nos clientes en coaching. C'est qu'en fait, il y a quelque chose de singulier dans Change ma vie. Et qu'à ce jour, cette singularité, elle vient du fait que je suis alors je suis pas un être plus singulier que les autres, mais je suis un être singulier. Et je pense que tu vois, quand tu disais qu'est-ce que les gens achètent, je pense que les gens achètent ça et que du coup il faut, voilà, je sais pas si c'est tout à fait clair ce que je dis. Non, c'est pas clair, mais parce que en fait c'est normal parce qu'on chemine. Mais je pense que ça représente aussi une évolution plus récente dont on a eu l'occasion de parler hors antenne, qui est le fait de se dire change ma vie. Je pense que ça repose d'abord et avant tout sur le fait que moi je me sente enflammée par mon propre sujet. Ouais. Et que du coup la déportation sur des fonctions plus de chef d'entreprise, de stratégie, de compta, de trucs comme ça, il faut faire attention que ça ne vole pas le temps indispensable pour que je continue à me sentir extrêmement impliquée dans mon sujet qui est la croissance personnelle, ma croissance personnelle, la croissance personnelle des personnes qui m'écoutent et qui nous font confiance. Donc si je reformule, merci d'avoir livré ça. Je ressens totalement ça et j'aime beaucoup parce que on trouvera probablement pas de solution absolue sur comment faire la bonne manière de faire, mais ce qui est intéressant, c'est de voir les sujets communs et qu'on peut vivre. Si je reformule, en gros, il y a un truc en toi qui s'appelle que tu appelles le juice. Ouais. C'est-à-dire le fait d'avoir du jus, d'avoir la flamme, d'avoir quelque chose qui brûle en toi, de créativité. Que c'est cette créativité qui te connecte à ton audience, que c'est de cette créativité qu'est née Change ma vie. Cette synergie-là qui crée une énergie positive et qui monte. Et c'est cette énergie-là aussi qui permet au business d'exister et de continuer d'exister, puisque c'est aussi au travers de ça qu'on fait rentrer des gens dans nos produits. C'est ça. Maintenant, et je trouve que c'est intéressant parce que tu l'as posé, tu as parlé d'opérer des tâches qui étaient en dehors de cette créativité-là. Ouais. Notamment des tâches, tu l'as verbalisé par la compta, tu l'as verbalisé par le management. Est-ce que tu peux, enfin je sais pas si tu as dit management, mais tu as dit gestion, est-ce que tu as l'impression que plus tu fais de tâches, par exemple de compta, et plus ce jus, ce juice, il diminue? C'est quoi le lien que tu fais entre ces deux choses?
Alors en fait, déjà sur la partie marketing, en fait, je pense que ce qui est intéressant, c'est de distinguer, parce que moi, c'est ce qui m'aide, c'est de distinguer la partie créative du marketing. Ah, super intéressant. De la partie mécanique du marketing et de l'ingénierie marketing. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est de faire très attention, parce que je pense que ça ne fonctionne pas, d'avoir justement une mécanique qui soit mécanique. Et qu'en fait, tu vois, c'est le génie dans la machine, tu vois. C'est de se dire, bien sûr, le marketing, c'est un métier, c'est une expertise, il y a des techniques marketing, etc. Mais il faut qu'il y ait une forme de, alors est-ce qu'on appelle ça l'âme du marketing, de créativité, ou voilà, de créativité dans le marketing, et aussi d'implication, de sens, de cœur, tu vois. Ce que tu appelles les rouages marketing, pour juste clarifier, ça pourrait être juste un tunnel marketing, je sais pas, pub. Oui, des pages de vente, voilà, ce genre de choses. Pub, vidéo et pages de vente, quoi. Exactement. Ça, c'est vraiment la partie mécanique. Oui. C'est en fait, la partie mécanique, c'est comment est-ce que, la partie marketing digital, en fait, c'est comment est-ce que je fais pour qu'il y ait des personnes qui entendent parler de ce qu'on fait, qui ont envie d'en savoir plus, qui reçoivent plus d'informations, on leur donne des informations, on leur propose de démarrer un coaching, elles disent oui, elles disent non, et on les intègre. Enfin, je veux dire, c'est le parcours le parcours prospect puis client. Et ça, techniquement, c'est délégable, c'est ça que tu nous dis. Et ça, techniquement, c'est délégable, mais pour moi, ce qui n'est pas délégable à ce stade, c'est de se dire, en fait, c'est la connexion. Ce qui n'est pas délégable, c'est la connexion à la personne à qui je m'adresse, parce qu'en fait, c'est pas une masse indistincte, c'est tout un tas de fois une personne. Et en fait, ce qui n'est pas délégable, c'est le fait que moi, je me sente à 1000% connectée à la personne à qui je parle à travers un épisode de Change ma vie. Quand on l'invite à un événement en ligne, c'est qu'est-ce qu'elle rencontre comme difficulté aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a besoin d'entendre, qu'est-ce qui la rassurera, de quoi est-ce qu'elle doute, quel espoir est-ce que je peux lui donner, qu'est-ce qui va vraiment l'aider, comment est-ce que nous on va pouvoir vraiment l'aider, comment est-ce qu'on va lui expliquer, comment est-ce qu'on va l'aider. Et en fait ça, il faut avant tout que moi je sois animée par ça pour que ça ruisselle dans le reste de l'organisation en fait. Est-ce qu'il t'est arrivé de perdre cette connexion ? Alors, il m'est arrivé de perdre cette connexion parce que le rôle de chef d'entreprise étant vraiment, c'est la femme orchestre, et que en fait, il y a des moments où tu es occupé à résoudre un problème à un endroit, ou alors parfois, parce que c'est ce qui m'est arrivé notamment avec l'écriture du livre, c'est que j'ai écrit le livre La méthode change ma vie, qui a nécessité à peu près 9 mois d'écriture, et en fait, c'est difficile d'être à temps plein en train d'écrire un livre, tout en étant à temps plein dans tous les autres trucs. Donc, il y a forcément des moments où on est plus ou moins investi dans différents... Donc, je me suis pas complètement sortie de l'affaire, mais j'y étais moins. Et en fait, je pense que ça, c'est inévitable, dans le sens où je peux pas être à temps plein dans toutes les fonctions de mon entreprise. Et donc, l'idée, c'est d'être suffisamment investi pendant suffisamment longtemps pour que l'élan, tu vois, c'est un peu comme si tu lances une machine qui tourne, puis tu vas lancer l'autre machine, elle tourne. Quand l'autre, elle ralentit, tu reviens un petit peu, tu laisses. Et en fait, je trouve que c'est une des grandes difficultés du métier d'entrepreneur, c'est qu'en fait, il y a 1000 choses qu'on pourrait faire en même temps et qu'il faut... En fait, c'est un métier d'arbitrage, c'est pas un métier de perfection. Exactement. Et justement, si on creuse un petit peu dans cet enjeu d'arbitrage, parce que je pense qu'on est nombreuses à partir du moment où la boîte grandit, qu'on commence à avoir des personnes et du coup des divisions un peu dans sa boîte qui ont... En fait, c'est éteindre les plus gros feux, quoi. Moi, j'appelle ça souvent éteindre les plus gros feux. Comment est-ce que toi, tu fais cet arbitrage? Est-ce que tu as des curseurs que tu observes? Comment est-ce que... Toi-même, tu fais pour gérer ça? Ça ne veut pas dire que ce sera une réponse parfaite, parce que évidemment, on sait bien qu'on essaye toutes de faire comme on peut. Mais est-ce qu'il y a des signaux qui te font dire ça? Ouais. En fait, je pense que ce que j'ai appris sur l'année dernière, c'est que mon réflexe naturel, il est de partir dans le faire et effectivement de résoudre tous les problèmes et de m'épuiser à résoudre les problèmes. Et en fait, ce que j'ai appris et ce que je mets en place maintenant, c'est de me dire, en fait,
la priorité, c'est pas de résoudre les problèmes, c'est de m'assurer que j'ai, moi, cet espace de clarté et de sécurité aussi intérieure qui me permet ensuite de me dire, OK, personne ne va mourir là. Et OK, c'est que... Enfin voilà, de retrouver mes appuis pour avoir la clarté et la hauteur de vue pour résoudre ce qui doit être résolu. Parce qu'en fait, dans l'instant, ma propension, c'est plus à me dire, voilà, tout est urgence, et donc je vais partir et je vais tout faire. Et alors déjà, bon, en plus, mon truc, c'est s'il y a un problème, enfin, c'est pas grave, tu as un problème, donne-le-moi, je vais le faire, je m'en occupe, et s'il y a un problème, c'est pas grave, je travaillerai plus. Ouais. Et ça, en fait, je me suis rendu compte que c'est la stratégie perdante par excellence. Alors, je pense que ne travaillez pas du tout, c'est perdant aussi. Mais voilà, en tout cas, cette stratégie-là, elle est pas gagnante. Et donc, j'ai vraiment touché du doigt l'importance qu'il y a. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir ressenti dans son corps. Mais maintenant, je le ressens, que retrouver cet ancrage intérieur. Et les mots sont faibles pour exprimer ça, mais cette force intérieure de me dire, OK, en fait, rien de tout ça ne me remet en cause ma sécurité, mon avenir, ma vie, tu vois. En fait, je suis bien, ça va, tu vois, ça va. Et, OK, qu'est-ce qu'il y a, sur quoi je vais me pencher aujourd'hui? Et de ne voir ça que, entre guillemets, comme des problèmes et pas comme des indices de sa propre valeur, quoi. Ah, oui, complètement. Moi, typiquement, oui. c'est une des choses trop bien. J'ai envie qu'on continue cette conversation. Pour clôturer cette première partie, on a parlé d'équipe. Tu es passé de 0 à une équipe de 5, 6 personnes, 8, voilà. Tu nous as parlé de plein de choses sur comment déléguer, sur qu'est-ce qui avait marché pour toi, etc. Et tu nous as aussi parlé de team design. Est-ce que tu pourrais nous dire, là, sur les apprentissages que tu as eus, alors évidemment, on sait que c'est pas parfait et que, évidemment, pour designer une équipe, il faut plein de compétences. Mais là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais nous partager sur ce que tu as appris de comment créer une équipe, comment l'organiser entre elles? Qu'est-ce qui a été déterminant pour toi sur ces dernières années, en fait? Je pense que... il y a quelques distinctions qui me viennent. La première que je voudrais redire, c'est qu'on n'embauche pas des gens. Alors, je dis embauche au sens large, salarié ou freelance, peu importe, mais on ne fait pas venir des gens dans notre équipe pour nous aider. On fait venir des gens dans notre équipe pour créer des résultats. Et en fait, c'est sur cette base ensuite qu'on peut se dire, OK, ça fonctionne ou ça fonctionne pas, parce que le résultat, idéalement mesurable, il est là ou il n'est pas là. Donc ça, pour moi, ça c'est vraiment une distinction absolument importante. Un autre élément qui est un gros point d'apprentissage, c'est d'arriver à trouver une façon d'écouter son intuition. Parce qu'en fait, moi, il y a eu des moments où je me disais, il y a des trucs où je pense que ça, c'est pas optimal, ça, je sais pas pourquoi on fait ça comme ça. J'avais cette intuition, mais j'arrivais d'une certaine façon à me raisonner ou à me dire non, mais... Parce qu'en fait, on nous dit beaucoup de ne pas micromanager. Exactement, oui. Et du coup, j'ai trouvé ça difficile, avant d'en faire l'expérience, d'arriver à faire la distinction entre je laisse les personnes faire à leur façon et je suis en train de les laisser faire le mauvais truc ou alors le bon truc, mais de la mauvaise façon. Et il y a une chose qui, à mon sens, sur cette histoire d'intuition, est vraiment une clé que je veux transmettre pour que vous perdiez tellement moins de temps que moi j'en ai perdu, c'est s'il y a des endroits dans ton entreprise ou des personnes où en fait tu as l'impression que tu ne peux pas poser certaines questions parce que ça va froisser ou parce que ça va la mettre en porte-à-faux ou parce que tu vois, une information que tu voudrais avoir, une clarification, etc. Mais tu te dis, j'ose pas demander ça. Gros red flag. Parce que, en tant que chef d'entreprise, il faut que tu puisses poser absolument, alors pas des questions sur leur vie personnelle évidemment, mais sur leur travail, sur comment ça marche, sur quel temps est passé à faire tel truc, comment est-ce que les gens font. S'il y a une forme de « ah non mais je peux pas », c'est qu'il y a un endroit où tu as renoncé à ton pouvoir. Le problème, c'est que tu en as encore la responsabilité. C'est clair. Et en fait, là où tu es responsable de quelque chose, mais où tu n'as pas le pouvoir parce que tu n'as pas les informations et que tu t'autorises pas à les recueillir, ça finira toujours par t'exploser à la figure.
Donc ça, gros point de faire confiance à son intuition et se dire s'il y a des trucs où je voudrais aller voir, creuser parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc qui... Si c'est un problème, c'est un problème. Trop bien. Merci beaucoup, Clotilde. On passe à la deuxième partie de ce podcast. Je vais tenter une nouvelle expérience avec toi. J'ai l'habitude de proposer un divan sur lequel s'allonger aux entrepreneuses que je reçois, où en général, on fait toujours une partie sur qu'est-ce que tu as traversé comme difficulté. Bon, voilà, on débriefe ensemble, sans qu'il y ait vraiment de solution finalement, parce que parfois, ce n'est pas des problèmes totalement résolus. J'ai eu envie avec toi qu'on inverse les rôles. Et surtout parce que c'est quelque chose qu'on a fait il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, et tu m'as beaucoup aidé à porter sur des sujets où je me posais plein de questions. Et je te propose qu'on fasse plutôt l'inverse et que je te raconte une fois où j'ai galéré, où j'ai douté. Et peut-être que l'éclairage que tu me donneras m'aidera dans cette situation. Est-ce que ça te va comme deuxième partie de vulnérabilité de Nina? Préparez-vous. Le sujet que je voulais aborder avec toi, parce que tu as beaucoup d'expérience sur la montée en compétence des équipes, le fait d'avoir une équipe, ça fait longtemps, beaucoup plus longtemps que moi que tu as ça, parce que ça fait combien de temps que tu as Alors, l'équipe, j'ai commencé à la constituer en 2020, au moment du Covid. C'est ça, tu vois. Donc, tu as un retour d'expérience, et c'est vraiment ce sujet-là qui m'intéresse de creuser avec toi. Et le sujet que j'aimerais t'amener aujourd'hui, c'est... J'ai une toute petite... la boîte fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, mais au final, moi, j'ai pas de salariés. Enfin, j'ai une salariée, j'en ai une, mais j'ai surtout majoritairement des personnes qui bossent en freelance parce que j'ai toujours eu très peur de passer le cap de prendre des salariés justement par surresponsabilité. Okay, il n'en reste pas moins que j'ai quand même des personnes qui opèrent pour moi, avec mon contrôle, exactement comme ce que tu viens de décrire. Je le dis pour les personnes qui nous écoutent. Le sujet que j'aimerais te soumettre aujourd'hui, c'est le suivant. Je suis dans une période où je suis en train de préparer un événement marketing qui est ultra important. C'est, je dirais, 1/3 du chiffre d'affaires de l'année. La personne de mon équipe, donc j'ai plusieurs personnes dans mon équipe, et une des personnes qui est une personne qui opère le plus cet événement, donc il y a beaucoup d'enjeux pour moi parce que aussi un événement marketing, beaucoup d'expositions. Une des personnes qui opère dans ce projet-là m'annonce qu'elle ne peut pas être présente pour ce projet, qu'elle est malade, et que du coup, je vais devoir faire sans elle. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, cette histoire. C'est une personne qui connaît très bien justement mes clientes, qui connaît très bien ma méthode, ma méthodologie, comment est-ce que je fais. C'est quelqu'un que j'ai avec qui on a beaucoup échangé. Donc voilà, c'est une personne qui a beaucoup d'expérience dans mon équipe et qui n'est pas facilement remplaçable du coup. Je ne peux pas dire hey, tiens, toi, viens, fais ça. On est au stade où là, j'apprends ça. Je sais qu'il m'attend ça comme challenge. À ton avis, comment est-ce que je peux sortir de cette situation? Parce que d'un côté, j'ai un enjeu de chiffre d'affaires qui est de produire ce chiffre d'affaires pour maintenir aussi la boîte et tout ce qui s'y passe. D'un autre côté, j'ai aussi ma réalité d'entrepreneuse qui est de faire autre chose de ma vie. Et j'ai déjà des journées qui font 7 heures, voire plus. Et donc, opérer ça à la place de la personne, je pense que ça mettrait en danger mon emploi du temps, ma santé mentale et tout. Et donc, soit si parce que tu as vécu des situations similaires, soit parce que tu y vois plus clair que moi, à ton avis, comment est-ce que je peux faire pour résoudre cette situation? Quelles questions je devrais me poser? Ouais. En fait, dans ce genre de situation qui est une forme de situation de crise, oui. Il y a un peu souvent, on peut partir dans une direction un peu genre, OK, on va tout mettre à plat, stratégie, truc qu'on va regarder, les KPI, les machins, les objectifs, etc. Et en fait, je trouve que si on part tout de suite dans cette direction, on rate une étape, à mon sens, qui est la première étape, qui est toi, en tant que chef d'entreprise, cette situation, qu'est-ce que ça active comme peur? Parce qu'en fait, dans une situation de crise, le premier frein à lever, c'est ce sentiment d'être le lapin dans les phares de la voiture. Parce qu'en fait, si tu restes dans cet état, souvent sans en avoir conscience,
ça déconnecte ton cortex préfrontal qui a justement cette capacité de hauteur de vue, de stratégie, etc. Et donc, en fait, on va essayer de résoudre le problème avec le cerveau du lapin pris dans les phares de la voiture. Ça va pas bien se passer. Ah bah là, mon premier réflexe, c'est de me dire, ok, t'inquiète, je vais prendre toutes ces tâches et je vais me les réattribuer parce qu'on a un gestionnaire de tâches. Je vais me réattribuer tout ça et je vais produire et peu importe ce que ça va faire. Mais ça, en fait, c'est, tu sais, dans les réactions du système nerveux autonome en cas de stress, il y a fight, donc c'est je me bats, donc ça c'est ce que tu illustres. Il y a le flight, donc c'est je fuis. Donc ça, ce serait quelqu'un qui dirait, ok, bah moi-même, en fait, je vais ciao bye, je réponds plus à aucun message, je vais sous ma couette. Il y a le freeze, et donc c'est la paralysie, c'est en fait, j'arrive plus à réfléchir, j'arrive plus à rien faire, je reste figé sur place. Et le quatrième, qui est souvent moins évoqué, c'est ce qui s'appelle FAWN, F-A-W-N, qui est la tentative d'apaisement et de... Donc ça, c'est plutôt quand on se sent en danger dans une relation, d'être dans le... voilà, je vais aller dans le sens des gens, je vais essayer d'être arrangeante, je vais essayer qu'il n'y ait pas de conflit, je vais du coup diminuer, minorer mes propres souhaits ou outrepasser mes limites pour voilà, que la paix soit maintenue. Donc là, dans la réaction que tu évoques, tu es plutôt dans le fight, c'est-à-dire tu as une réaction au stress qui est de déployer beaucoup d'énergie. Ouais. De serrer les dents. Avec mon associé, on appelle ça serrer les dents et y aller, quoi. Déployer beaucoup d'énergie. Et donc ça, c'est une grande force en situation de stress. C'est simplement que là, le problème, c'est que tu risques de déployer de l'énergie sans discernement. Alors, sans doute au-delà de tes capacités. Ouais. Quand tu fuis un prédateur, c'est bien que tu ailles au-delà de tes capacités, mais là, il n'y a pas de prédateur. Et du coup, tu risques de t'épuiser à faire des trucs qui n'étaient pas forcément le meilleur usage de ton temps. Et parce que tu n'arriveras pas à faire, voilà, à prioriser. Donc, l'enjeu, c'est de remarquer que ça, c'est une réaction de stress, d'activation de ton système nerveux, et de te dire, OK, on va commencer. En fait, la priorité, c'est que toi, tu te sentes de nouveau en maîtrise. Alors que c'est l'inverse. Et en sécurité. Et c'est hyper paradoxal parce que c'est l'inverse de ce que j'ai envie de faire. En fait, moi, j'ai envie de courir partout comme un poulet sans tête à descendre des tâches. Et ce que tu dis, c'est contre-intuitif, c'est de se dire, OK, en fait, là, il faut que j'arrive à retrouver, à désactiver, en fait. Oui, à réguler, en fait. À réguler, À réguler, c'est-à-dire, et donc là, il y a différentes pratiques qui fonctionnent pour différentes personnes, mais la toute première étape, c'est de se dire, là, tout de suite, je suis activée, je suis dérégulée, et donc, c'est pas avec ce cerveau-là, c'est pas dans cet état que je vais pouvoir prendre des décisions. Et donc ça peut être, concrètement, ça peut être, tu vois, si tu as la nouvelle un certain jour, tu vois, à 14h, c'est de te dire, en fait, je prends mon après-midi, parce qu'en fait, là, tout ce que je vais faire cet après-midi, ça va être de l'énergie dépensée à pousser contre le mauvais mur. Et donc, selon qui on est, est-ce que c'est tu vas nager? Est-ce que c'est tu vas marcher? Alors souvent, quand on est dans un stress en mode fight, souvent ce dont on a besoin, c'est de se débarrasser du trop-plein d'énergie. Mais si ce qui te parle, c'est de prendre un bain, ou c'est de te mettre dans ton lit et de bouquiner, ou de voir une copine, ou d'aller manger dehors, ou, enfin, peu importe. Mais l'idée, c'est de d'abord prendre soin de ça. Et ce que tu peux faire aussi, moi ce que je fais souvent, c'est dans le dialogue avec quelqu'un d'autre, donc c'était un petit peu ce qu'on avait fait récemment, c'est d'essayer de formaliser, enfin de verbaliser, qu'est-ce qui te fait peur là-dedans? Ouais, c'est clair. Ouais. Hyper intéressant. C'est complètement contre-intuitif. Complètement contre-intuitif, ouais. Je trouve que c'est très dur de lâcher le volant quand on a l'impression que la voiture va dans le mur. Ouais. Alors là, c'est mon cas, mais pour les personnes qui nous écoutent, ça peut être le plus gros client qui se barre. C'est ça. La première chose que tu as envie de faire, c'est te dire comment j'en trouve un autre. Et en fait, ce dont on a le plus besoin dans l'instant, c'est de se dire, en fait, je ne suis pas au volant d'une voiture qui va dans un mur. Ouais. Ça peut attendre 2 heures. Et je sais que dans l'instant, c'est pas ça qu'on se dit, mais non, les 2 heures, je peux commencer à créer les emails dans l'outil de machin. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de se souvenir, de se rappeler à soi-même, c'est pas avec ce cerveau-là que je vais trouver, enfin, ce cerveau activé comme ça, que je vais trouver les solutions. Et donc, l'enjeu après, une fois qu'on arrive un petit peu à calmer ça, c'est de se dire, OK, dans cette perspective, ce qui va permettre de prioriser ensuite et de trouver les bonnes solutions, les solutions qui correspondent
à ta perception du problème. Parce qu'en fait, quand tu me décris ça, moi, en me projetant dans ta situation, je vais me dire, ah ben moi, ce qui m'inquiéterait ou ce qui me poserait un problème, ce serait ça ou ça. C'est peut-être pas, tu vois. Est-ce que c'est la masse de travail? Est-ce que c'est d'être en frontline en échange avec la communauté? Est-ce que c'est ce que les autres membres de l'équipe pourront penser? Est-ce que c'est le chiffre d'affaires qui pourrait être moindre? On n'en sait rien à ce stade. Et donc, c'est à toi de préciser. Qu'est-ce qui te fait le plus peur? Qu'est-ce qu'on cherche le plus à éviter comme scénario? Ouais, c'est hyper intéressant parce que c'est vrai qu'au travers de cet événement, en fait, il y a plusieurs choses qui se jouent. Pour moi, il y a effectivement la baisse, enfin le fait de ne pas pouvoir opérer un événement marketing important pour nous. C'est la première chose, donc la baisse du chiffre d'affaires. Mais même dans ça, voilà, c'est ça. Ne pas pouvoir opérer, en soi, on n'a pas encore compris, ok, mais du coup, si on ne pouvait pas opérer, qu'est-ce que ce serait le problème? Et donc, à partir du moment où on se dit, ok, ma crainte, c'est que le chiffre d'affaires soit pas au rendez-vous, c'est ok, mais est-ce que c'est parce qu'on a un problème de... Enfin, qu'est-ce que c'est le chiffre d'affaires minimum qu'il faut qu'on fasse pour être en sécurité? Et parfois, quand on creuse, on s'aperçoit qu'en réalité, on pourrait très bien ne pas faire ce lancement. C'est exactement ça. Attendre 2 mois, 3 mois, et voilà. Et est-ce qu'à ce moment-là, c'est une question de... On en avait parlé, et du coup, voilà, c'est désagréable de reprogrammer. Mais si ça se trouve, on n'est pas en danger. Mais avant de se poser la question et de dérouler la réponse jusqu'au bout, en fait, on est le poulet sans tête parce qu'on n'a pas bien défini quel était ni le risque, ni le problème. Ouais, c'est ça. Et dans cette conversation... qu'on a eu aussi, il y a aussi cet enjeu de, ok, en fait, avec le temps, ce dont je me suis rendu compte, c'est que finalement, ce qui me faisait peur, c'était pas tant la perte de chiffre d'affaires, parce qu'il n'y avait pas de sujet là-dessus, mais c'était la quantité de travail. Et dans la quantité de travail, c'était le manque de plaisir que je pouvais ressentir face à cette quantité de travail, tu vois. Et tu vois, en fait, là, parce que je me suis dit, bah, Nina, il va falloir que tu fasses tout toi-même, quoi. Et donc, si on prend le problème qui est, en fait, je vais devoir tout refaire moi-même. Et cette quantité de travail, à la fois, me fait peur, mais ne m'apporte pas tant de ça de plaisir. Oui. Alors là, on peut remarquer le cerveau qui nous sort des pensées en absolu et vague. Ouais, c'était clair. C'est-à-dire, je vais devoir tout faire moi-même. Ok. C'est quoi tout? Ouais. Et est-ce que c'est vraiment vrai? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut vraiment faire? Qu'est-ce qui est absolument indispensable? Qu'est-ce qui est facultatif? Qu'est-ce qui doit être rafraîchi? Qu'est-ce qui peut être réutilisé? Tu vois, parce que tout, il y a l'idée que le plan initial ne peut pas être changé, alors qu'en réalité, bien sûr que si. Et donc, en fait, se dire, OK, si on revient à l'essence, tu vois, le squelette de ce qui doit se produire pour que l'opération marketing se déroule, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'on peut, tu vois, de quelle façon est-ce qu'on peut épurer au maximum? Quel est le 80-20 que tu peux obtenir finalement? Mais même ouais, c'est ça, mais même le 99-1, tu vois. 99. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte de tout un tas de trucs qu'on s'impose parce qu'on a du mal à lâcher le plan initial et où aussi on se dit, voilà, il faudrait que ce soit exactement comme c'était prévu. Et en fait, comme il se trouve que c'est toi le chef, donc c'est quand même vachement confortable parce que tu changes ce que tu veux quand tu veux. Enfin, ça c'est, a priori, c'est le prochain sujet, donc j'aimerais qu'on discute. Mais pour clôturer cette partie, je trouve que tu mets hyper bien dans la lumière l'utilité de se faire coacher. Faites-vous coacher dans la vie, allez chez le psy. La santé mentale, c'est méga important. Et je trouve que quand on vit de ce genre de situation, avoir ce recul-là, il est incroyable. Et je le dis pas parce que tu es mon invité aujourd'hui, mais je le dis parce que moi-même, je me fais coacher, et pas par toi en plus. Donc, voilà, tu vois, c'est même pas un sujet de... Voilà, à 100%, pour moi, tu peux pas être entrepreneur sans avoir un coach ou une coach, déjà c'est sûr. Mais même sans dire, parce que pour les personnes qui nous écoutent, peut-être qu'il y en a qui sont dans une situation de crise. Et en fait, ce que je voudrais vraiment apporter comme clé très concrète, c'est noter sur papier ces phrases que vous avez, il va falloir que je fasse tout moi-même. Et ensuite, questionner dans ce dialogue avec vous-même, c'est OK, pourquoi il va falloir que je fasse tout? Mais quoi tout? Moi-même, d'accord, mais est-ce que c'est vraiment obligé? En fait, il faut déconstruire l'argumentation de notre cerveau paniqué. Il faut lui dire, OK, t'inquiète pas, assieds-toi, explique-moi comme si j'étais un enfant de 5 ans. Quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout votre business, il faudrait que vous lui expliquiez, OK, c'est quoi ce lancement? Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Quelle est l'utilité de chaque truc? Est-ce que ça, on peut s'en passer? Est-ce que ça peut être fait à minima et quand même avoir des résultats? Et entre parenthèses, c'est souvent dans ces moments-là qu'on se rend compte qu'en réalité, on avait construit tout un truc
et qu'en fait, on pouvait se passer de tout un tas d'éléments qui étaient là pour faire joli et qu'en fait, quand on fait la version MVP de l'opération, ça marche tout aussi bien, quoi. Ouais. Trop bien. Merci pour ce tips très concret qui est que je reformule en écris ton problème et souligne toutes les fois où tu as écrit il faut, je dois. Et des espèces de formulations dramatiques, en fait. Ouais, et des formulations dramatiques. Ouais. Et pose-toi la question de savoir si comment tu peux reformuler ça de manière concrète et même mesurable pour le coup. Merci beaucoup. C'était une illustration pour moi de cette situation de crise et je pense qu'on en vit beaucoup. Le deuxième sujet que j'aimerais aborder avec toi sur cette deuxième partie, c'est, on a parlé du sujet de recruter une équipe. On a parlé au sujet de ce sujet-là, puisque pour moi, c'est un sujet de croissance qui est vraiment, dans les personnes qui nous écoutent, un enjeu de comment est-ce que je crois, comment est-ce que je crée de la croissance dans un business model où, en général, je vends plutôt mon temps. Soit je fais du coaching, soit je fais de la formation, soit je fais de la prestation de service. Et donc, dans ce podcast, on a reçu plein de personnes différentes qui avaient fait plein de business models de croissance. Donc, on a reçu Déborah Guillotin qui était sur le business model de franchise, Caroline Jurado qui a créé un produit récurrent. On a eu plein de manières différentes de croître. Dans ton cas, tu as choisi la croissance par le recrutement, par l'équipe interne, que je trouve hyper intéressant. Et l'enjeu que moi, j'ai rencontré et que je pense on peut facilement rencontrer, même sans avoir d'équipe interne, mais juste en ayant une équipe, en fait, tout simplement, en ayant des humains, en discutant avec des humains au quotidien, c'est cette tendance qu'on peut avoir en tant que femme, et je pense que les femmes l'ont encore plus que les hommes. Tu vois, tu as dit tout à l'heure, bah, c'est ta boîte et c'est toi qui décides. Et quelque part, quand tu m'as dit ça a heurté un truc en moi. Et tu vois, parce que bah oui, ouais, je décide, mais est-ce que je décide vraiment? Et je me positionne parfois, et je l'ai observé autour d'autres dirigeantes, on n'était pas forcément dans cette position de je décide, mais plutôt dans la position de je sers. Et plutôt, on se positionnait assez facilement dans la position de mon job en tant que chef d'entreprise, c'est d'aider les gens à être suffisamment confortables pour opérer. Et donc, il y a vraiment cette notion de moi, en tant que dirigeante, je me mets au service du confort de mon équipe. Et je sais que c'est quelque chose que j'ai tendance à me dire moi dans ma posture. Et parfois, tu vois, tu parlais tout à l'heure de pas poser certaines questions, de pas dire certaines choses, etc. Bah, ça m'arrive. Et ce que j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Alors déjà, je pense que c'est un truc assez féminin parce qu'on est éduqué à servir et donc et beaucoup plus qu'à diriger. Donc est-ce que c'est lié à ça? Quel est ton retour d'expérience là-dessus? Sur servir versus autre chose, je ne sais pas ce que ça pourrait être, l'autre alternative, et sur comment notre condition de femme nous conditionne aussi à investir le rôle de dirigeante uniquement de cette manière. Ouais. Bah, pour moi, il y a quelque chose de évidemment genré. C'est pas toutes les femmes et c'est pas tous les hommes, mais voilà, clairement, il y a quelque chose autour de la valeur du care, du soin des autres et aussi et ça, je pense que toutes les personnes qui nous écoutent peuvent remarquer si elles accordent beaucoup d'importance à une forme de maintenir de l'harmonie, maintenir de la cohésion, faire en sorte que tout le monde se sente bien, que tout le monde soit d'accord, que tout le monde se sente entendu, que personne ne soit contrarié. Et en fait, la difficulté de ça, c'est que oui, dans une équipe, dans n'importe quel système, c'est bien de se préoccuper de comment se sentent les gens et de faire attention de ne pas heurter les gens gratuitement. Mais en fait, si cette valeur d'harmonie, d'angle rond, de consensus, de surtout que personne ne soit jamais contrarié, fâché, ne vous comprenne pas, ne vous approuve pas, etc. Si ça prend trop de place, il faut savoir que ça coûtera ailleurs. Et comment on crée ce curseur finalement? En fait, pour moi, l'idée c'est de se dire, et ça rejoint un petit peu ce que je disais à propos des résultats, qu'en fait, c'est cette espèce d'accord fondamental qui est sur la base de quel accord est-ce que je fais venir des gens dans mon entreprise? Est-ce que ce que je leur ai promis de façon sans doute implicite et inconsciente, c'est venez, on va faire des trucs géniaux ensemble,
on va s'éclater, on va faire les plus beaux métiers du monde, ça va être le win tout le temps. Parce qu'en fait, souvent, dans les bouquins de management ou de leadership, c'est souvent ça qu'on nous dit de faire. C'est un peu de vendre une forme de, tu vois, pour fidéliser une équipe, mais fidéliser que ce soit salarié ou pas, il faut leur vendre en fait et en fait, on peut se tromper en se disant, je vais leur vendre une expérience, ça va être le Disneyland de l'emploi chez moi. C'est-à-dire, ça va être, vous allez vous éclater tout le temps, on va winner tout le temps. Et ou bien, est-ce que c'est, vous venez, on a des résultats à créer ensemble. Et donc, en fait, on va se remonter les manches, on va tous, voilà, on va faire ce qu'il faut, chacun, voilà, déployer des efforts, résoudre des problèmes, chacun à sa façon, chacun à son poste, pour qu'ensemble, on win. Mais il y a cette idée que, oui, ça va demander des efforts, mais que c'est dans l'effort, enfin, quand on regarde une équipe de sport, par exemple, il ne s'agit pas de boire une tasse de thé, voilà, en se regardant les ongles. Enfin, je veux dire, c'est dans le challenge qu'il y a la gratification. Et je pense qu'en fait, c'est à quel point est-ce qu'on pense que les gens qui viennent dans notre équipe ont envie de ces challenges, ou est-ce qu'en fait, ils ont envie que ce soit voilà, des coussins et des pâquerettes dans la journée, quoi. Ouais, c'est trop intéressant. Et est-ce que tu penses qu'il y a cette croyance qui est que si je ne vends pas des coussins et des pâquerettes, les gens ne viendraient pas, du coup? Bah, je pense que oui. C'est ça, en fait, je pense qu'il y a ça. On rentre dans ce truc-là, en fait. Je pense qu'il y a ça et qu'en fait, c'est simplement une erreur dans la connaissance de ce qui drive un être humain. C'est qu'en fait, l'être humain, il se révèle dans le challenge. Tu vois, quand on parle du flow, en fait, le flow, c'est pas je fais des trucs qui sont faciles tout le temps. C'est je suis en train de... Et en tout cas, c'est ces personnes-là qu'il faut attirer, ça c'est sûr. C'est-à-dire que si tu attires des gens à qui tu as vendu des coussins et des pâquerettes, et en fait, eux, c'est leur rêve, ça marche pas pour des structures comme les nôtres, où en fait, bah ouais, une petite structure entrepreneuriale, c'est du boulot, il y a des wins, il y a des loses. Voilà, peut-être il faut aller dans... Alors, je vais pas nommer parce que... du coup, mais voilà, c'est dans d'autres environnements. Un environnement entrepreneurial, il faut attirer des personnes qui se révèlent dans le challenge, qui ont envie de challenge, qui s'ennuient s'il n'y a pas de challenge, qui ont envie de grandir, qui ont envie de déployer des efforts, qui ont envie de se coucher le soir en se disant « Waouh, fou, on a tout donné et c'était génial et demain on recommence ». Ok. Et à ton avis, dans le processus ça se joue dans le processus de recrutement, ça se joue à quel moment, ça? Bah, je pense que c'est c'est quelque chose, j'en parle là parce que c'est encore très vif dans mon esprit et je ne suis pas encore en totale acquisition, enfin en totale maîtrise de ça. Mais je pense que ça se découvre en termes des valeurs et des moteurs des personnes. C'est-à-dire que je pense que c'est intéressant de se poser la question, qu'est-ce qui t'enthousiasme dans la vie, et d'essayer de détecter, est-ce que ce qui t'enthousiasme dans la vie, c'est effectivement l'apprentissage. Alors, bon, c'est toujours très difficile parce qu'il y a ce que les gens disent, mais c'est plutôt qu'est-ce qui est illustré dans leurs choix, dans leurs décisions, dans ce qu'ils ont effectivement fait. Et essayer de lire à travers ça, voilà, est-ce que c'est des personnes qui recherchent le challenge, qui se révèlent dans les challenges, ou est-ce que c'est des personnes qui aiment bien avoir un truc, alors j'allais dire pépère, c'est peut-être un peu fort, mais voilà, quelque chose qui soit stable, tranquille, tout ça, parce qu'encore une fois, c'est pas ça la promesse qu'on fait dans le genre d'environnement de travail que nous, on crée. Et je crois que moi, personnellement, je me suis épuisée à essayer de créer ça, alors que c'est pas que c'est antinomique d'une taille de structure et de cette expérience entrepreneuriale, mais pas... Donc voilà, j'ai déployé beaucoup d'efforts pour essayer de créer une bulle. De confort. De confort pour tout le monde. Et en fait, c'était à moi que ça coûtait, en fait. Ouais. Et donc finalement, ça assure pas la pérennité de la boîte, parce que si toi-même t'es épuisé à la fin. Exactement. Et ça, je pense que c'est un truc qu'on peut ressentir et que moi j'ai ressenti, c'est quand on se met dans des positions de servir, que ce soit les gens avec, enfin notamment son équipe, et sans respecter. Charline, sage-fab qui est passée dans ce podcast, elle parlait de batterie. Et elle disait, en fait, et je trouvais ça hyper intéressant, c'est que quand on se met au service d'eux, on peut avoir cette batterie qui s'épuise. Et en fait, le problème, c'est quand la batterie, elle est à zéro,
en fait, la seule chose que tu as à faire, que tu as envie de faire, c'est d'appuyer sur shutdown et on arrête. Et malheureusement ou heureusement, on a le pouvoir de faire ça en tant que dirigeante. Et je pense que quand on rogne trop sur sa batterie, c'est pas tant enfin, ça peut être une question évidemment, de faire performer, mais c'est aussi une question de à quel point nous, ça nous épuise. Et ça, ça puise notre batterie. Ouais. Et je pense que malheureusement, on a le pouvoir d'appuyer sur shutdown et sur le bouton arrêt. Et quand cette batterie, elle est épuisée, eh ben, on va juste appuyer sur le bouton arrêt. Et l'enjeu de maintenir cette batterie, il est autant pour nous, égoïstement, mais que pour la boîte, finalement, parce que en fait, le jour où la batterie elle est cramée, tu dis à tout le monde, OK, c'est bon, rentrez chez vous, je vais dormir, et on revient ou pas, en fait. Oui, oui. Et il y a beaucoup d'histoires de boîtes qui sont vendues ou fermées par leurs dirigeants ou leurs dirigeantes, parce que c'est une forme de burn-out. Hein. Moi, c'était et concrètement, j'en parle hyper ouvertement parce qu'on est sur le divan. Et donc, moi aussi, je m'allonge sur le divan, mais quand tu as ce genre de choses qui t'arrivent, moi, il y a 3 jours, en fait, je me disais, mais en fait, je vais peut-être juste appuyer sur le bouton stop. Ouais. Et ça veut dire plein de choses auxquelles on renonce, qu'on arrête, etc. Mais quand la batterie, elle est entachée à ce point-là, tu as juste envie d'arrêter, même si tous les voyants, par ailleurs, sont ouverts. Et les voyants de chiffre d'affaires, les voyants de rentabilité, les voyants de tout. Mais quand cette batterie émotionnelle, elle est à sec. Oui, et souvent, parce que nous, on accompagne aussi des personnes qui peuvent se trouver dans ces situations-là. Souvent, ce que les personnes disent, c'est l'impression d'être prisonnière ou piégée prisonnière de sa propre entreprise ou piégée par le système qu'on a soi-même créé. Et alors, en plus, il y a cette espèce de de deuxième couche qui est... alors même que qu'est-ce que j'ai fait de jugement de soi, alors même que c'est moi qui ai créé ce truc, comment ça se fait que je me sens piégée à l'intérieur? Et là, l'idée, c'est la même chose que ce que je disais, c'est en fait ne prendre aucune décision quand on se sent comme ça. Il faut commencer par retrouver cette batterie et une forme de clarté d'esprit pour décider, est-ce qu'effectivement la solution, c'est clé sous la porte, on arrête tout et on recommence? Ou est-ce que en fait ça c'est juste la réaction c'est le flight, c'est la fuite, c'est ok en fait je laisse tout parce que le danger me paraît trop grand. En t'entendant parler, j'ai complètement l'impression de cocher chaque tu sais, à quel point l'entrepreneuriat te met dans ces états de lapin devant les phares d'une voiture, et à quel point toutes les réactions classiques du cerveau face à la peur et à l'anxiété peuvent se déclencher, et à quel point entreprendre déclenche régulièrement. Tout le temps, on est trigger tout le temps, et tout le temps, on vit ces trucs-là. Et à la fois, on apprend beaucoup parce qu'on prend du recul, etc. Mais à la fois, il y a aussi cet enjeu d'arriver à gérer ça. Ouais. Et une chose que je veux ajouter, c'est que cette dimension de ces activations et dérégulations du système nerveux, moi, mon invitation forte, c'est que chaque personne qui nous écoute puisse se familiariser avec ça, acquérir des outils, etc. Parce qu'en fait, si on ne le fait pas, alors la possibilité, c'est du coup de dépasser tout ça, de passer en force et donc de précipiter une possibilité de burn-out. Mais ça déclenche aussi tout un tas de comportements qu'on ne comprend pas, et donc des comportements d'addiction, des comportements de compensation, de réconfort sur des trucs. Donc je pense notamment à la nourriture, à l'alcool, à la cigarette ou à d'autres substances qui sont en fait, ce sont des stratégies maladaptives, comme on dit, pour essayer d'apaiser cet inconfort intérieur, mais qui en réalité ne répondent pas ça soulage temporairement, mais ça ne répond pas au vrai problème. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs dont ils savent bien. Alors, parfois, c'est l'exercice, hein, l'over-exercice, c'est-à-dire faire du sport à outrance. Ah oui. C'est aussi une stratégie. C'est souvent maladaptif parce qu'on peut se blesser, parce qu'on est parfois épuisé, on continue à s'entraîner. Donc voilà, tout ce qui ressemble un petit peu à un comportement un peu extrême, ça peut mettre la puce à l'oreille qu'il y a peut-être c'est peut-être pas la seule voie pour s'occuper de ça. Pour les personnes qui nous écoutent, essayez de détecter vos propres comportements extrêmes. Surtout qu'on a tendance à être assez intense en général. Merci beaucoup Clotilde pour tout ça. J'ai l'habitude dans l'émission de demander à la personne 3 grandes règles, 3 astuces, 3 tips
et dans ton cas, j'aimerais que tu donnes 3 astuces, 3 tips, 3 choses à savoir quand justement on sent qu'on déclenche cette anxiété. Quelles sont les 3 grandes choses à savoir / à faire? Tu en as cité certaines. Si on devait faire un wrap-up de tout ça, ce serait quoi? Donc, c'est quand on se sent activé ou... Ouais, quand on sent qu'on est dans l'anxiété, Ouais. soit parce que, là, on a parlé d'équipe, ça peut être quelqu'un de son équipe qui part, ça peut être un client qui nous lâche, ça peut être une décision, je sais pas moi, de justice qui impacte notre business, ça peut être plein de choses différentes, mais qui sont autant de situations qu'on pourrait rencontrer dans nos vies d'entrepreneuses et qu'on voit ça arriver. Comment on fait? Alors, pour moi, c'est un peu... Enfin, les 3 types, ce sera peut-être les 3 temps. La première chose, c'est déjà de s'exercer à le remarquer. Parce qu'en fait, il y a tellement de personnes qui sont anxieuses sans s'en rendre compte, en fait. Parce qu'en fait, c'est tellement chronique que c'était mon cas. Hein. Moi, j'ai toujours été anxieuse, mais je ne le savais pas. Ouais. Je n'ai découvert que vers 30 ans. Que ça portait un nom et que tout le monde ne ressentait pas ça. Donc déjà, s'exercer à observer et à se dire « Ah oui, tiens, là, mon anxiété, elle est à 7 sur 10 aujourd'hui » ou « Ah tiens, aujourd'hui, mon anxiété, elle est plutôt à 2 sur 10 » et voilà, d'en faire quelque chose qu'on observe, parce que c'est quand même important de le savoir pour sa journée. La deuxième chose, c'est de normaliser ça. C'est-à-dire de vraiment ne pas se juger, ne pas se dire que ça veut dire qu'on s'y prend mal ou qu'on est trop fragile ou qu'on n'est pas fait pour l'entrepreneuriat, etc. C'est vraiment de se dire, voilà, l'anxiété, quand on est dans une situation de responsabilité, et c'est le cas quand on est entrepreneur, en fait, ça fait partie du package, parce que notre cerveau, il est en hypervigilance, qu'on fait plein de choses, on aimerait tout contrôler, on contrôle pas tout, donc voilà, l'anxiété fait partie du game et donc ça dit rien de toi, ça dit rien de vous. Le troisième volet, c'est de se poser la question de quoi est-ce que j'ai besoin comme j'ai échangé avec une personne il n'y a pas très longtemps qui parlait de diluer en fait l'anxiété. Alors c'était une autre émotion qu'elle parlait, mais comment est-ce que je fais pour en fait, si j'ai dans mon verre, il y a de l'anxiété, je ne vais pas pouvoir nécessairement retirer l'anxiété, mais je peux peut-être ajouter d'autres choses, ajouter de la douceur, ajouter de la connexion à moi, ajouter de la détente, ajouter de l'amusement, ajouter du sens, de l'enthousiasme. Donc voilà, comment est-ce que je fais pour finalement cette anxiété, faire en sorte que je puisse avancer dans ma journée avec, sans qu'elle me bloque, sans y résister, et en se disant je peux être anxieuse et avancer quand même sur telle ou telle chose et m'occuper de moi. Et voilà. Donc ce serait... Voilà, comment on fait... De quoi j'ai besoin pour avancer avec et non pas contre. Merci beaucoup, Clotilde. J'ai l'habitude à la fin du podcast, en dernière partie, de faire ce que moi je retiens de l'épisode, qui est un exercice totalement égoïste, puisque ça me permet moi-même de me remémorer et d'ancrer ce que j'ai appris. Est-ce que tu es OK que je fasse ça? Allez, let's go. Premièrement, j'ai vraiment adoré que tu réexpliques et que tu expliques tout simplement que c'est pas parce qu'on détient une expertise, une connaissance ou une compétence qu'on ne peut pas grandir en intégrant d'autres personnes, en les formant et en leur transmettant notre méthode. Ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que je crois que c'est une croyance très limitante, notamment pour des personnes qui ont leur expertise et leur technique. Donc, je trouve que c'est un super modèle que tu as donné et toutes les étapes de ce modèle standardisé, formé, puis après contrôler ou vérifier ou s'assurer que c'est toujours aligné et éviter la dérive des continents. Ensuite, on a parlé d'appliquer ça au marketing et à la vente. Et ce que j'ai retenu, c'est que c'est pas forcément transposable. Ce qui est transposable ce qui est présent dans la BU produire, entre guillemets, n'est pas forcément transposable dans la BU marketing, puisqu'il y a une dimension qui est la création de contenu. Et cette création de contenu, elle est très, très dépendante de la connexion créative, et que la connexion créative est très dépendante de la personne et de la vision de la dirigeante. Et donc, il y a cette équation-là qui m'a beaucoup intéressée de mettre en lumière, parce que toi, c'était ta conclusion de ce problème que je rencontre chez pas mal de gens qui font de la création de contenu, donc je trouvais ça intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. Ensuite, on est passé sur cette deuxième partie qui était quand on est activé
sur notre anxiété, ce qui nous arrive tout le temps. Alors là, j'ai pris un exemple de moi, mais en fait, en réalité, n'importe qui peut se reconnaître parce que là, c'est un exemple très lié à l'équipe, mais ça pourrait être sur n'importe quoi. Et comment, en fait, tous nos moteurs, notre cerveau nous envoie plein de messages qui peuvent être hyper contradictoires, qui peuvent être combat, fuis, dis oui d'accord, freeze, qui ne sont en fait que des réactions. Et à partir du moment, et j'ai beaucoup aimé ça, quand tu as dit, à partir du moment où tu vois que c'est quelque chose d'extrême, qui est genre, on arrête tout, je reprends tout, enfin, dès qu'il y a tout, globalement, que c'est un signal. Ouais. Et ça, je trouve que c'est un bon signal pour... Dès que c'est dramatique. Ouais, dès que c'est dramatique, mais dans le lexique, moi, je le place très égoïstement, très personnellement, sur le mot tout. Ouais. Juste quand tu utilises tout, ou jamais, ou... ouais. Ou personne, ou personne, exactement. Je trouve que c'est un bon moyen d'identifier. Et dans ces cas-là, c'est contre-intuitif, mais il faut aller au spa, il faut aller se détendre. On a parlé dans un autre épisode avec Sarah de Club des Darons qui disait fais champagne spa. Je vous renvoie à cet épisode si jamais vous ne l'avez pas écouté. Mais c'est contre-intuitif, mais c'est peut-être le meilleur moment pour prendre un pas de côté et faire autre chose. Et ensuite, identifier en réalité quel est le vrai problème et qu'est-ce qui nous inquiète. Et de là, essayer de monter des stratégies de manière rationnelle sur, OK, est-ce que c'est le chiffre d'affaires qui t'inquiète? À partir de combien c'est dramatique? Est-ce que c'est le fait de reprendre du travail qui t'embête, mais est-ce que toutes les tâches sont problématiques ou est-ce que c'est certaines? Et essayer, à partir de là, de créer un plan clair et précis, qui ne soit pas juste « Oh, je peux tout arrêter ». Est-ce que j'ai oublié des choses? Écoute, je pense que c'est des pistes intéressantes et précieuses qu'on a pu, j'espère, partager avec les personnes qui nous écoutent. Donc, je trouve ça très bien. Et la dernière, qui est le mot team design. Oui. Pour celles qui construisent une équipe, il n'y a pas de... Tu as parlé de sens dans lequel on recrute, de manière, de type de contrat, etc. Donc, peut-être explorer cette dimension de team design. Oui, parce que c'est une vraie compétence de se demander à quoi ressemble ce poste, quels sont les indicateurs de performance associés, comment les gens vont se parler entre eux. Voilà. Et en fait, c'est quelque chose que moi, personnellement, on ne m'avait jamais enseigné. Et pourtant, j'ai lu des tonnes de bouquins de business, mais il a fallu que je fasse l'expérience de ça pour construire ma propre expertise là-dessus. Oui, complètement, c'est le mot-clé. Moi, j'adore avoir le mot-clé parce qu'une fois que j'ai le mot-clé, après, je sais où chercher. Et donc, notre compétence, par essence, c'est de savoir apprendre et de savoir rechercher l'information. Et maintenant qu'on sait que c'est une information, on sait où aller chercher. Donc, merci beaucoup pour ça, Clotilde. J'ai l'habitude d'offrir à la fin de mes épisodes un objet à mes invités. Un objet qui est très important pour moi puisque c'est celui avec lequel je commence ma journée et celui avec lequel je termine ma journée et celui qui est présent tout au long de ma journée. Et je sais que c'est également un objet qui est important pour toi puisque tu as toi-même emmené cet objet dans cette pièce, qui est le seul objet que tu as emmené. Tu n'as même pas pris ton téléphone, tu as pris cet objet-là. Donc je sais qu'il a une place toute particulière pour toi aussi et on en parle beaucoup, à la fois parce que c'est un objet qui laisse place au rêve, à l'imagination, au fantastique, à un monde différent qu'on pourrait créer, à la fois parce que c'est un objet qui nous permet de fixer nos objectifs et de créer des plans d'action très concrets, à la fois parce que c'est un objet aussi qui nous déconnecte du monde digital dans lequel nous sommes et qui permet de couper les bruits extérieurs. On parlait de créer du silence et écouter ses pensées. Et cet objet, c'est un carnet. Et donc, écoute, je suis ravie. Je souhaite t'offrir un carnet et donc tu as le choix. C'est des carnets qui ressemblent à des livres. Et donc, chacune des personnes qui est venue a choisi son carnet et tu as à ton tour. J'adore ça. Cette heure qui est entre le printemps et l'été. Et voilà. Magnifique. Il est à toi. Magnifique, merci beaucoup. Clotilde Dussoulier. Merci Nina, merci pour ce moment passé ensemble et j'espère qu'on a pu apporter des distinctions et des éclairages qui seront utiles et qui feront gagner du temps et de l'énergie aux personnes qui nous écoutent. Un énorme merci. On te retrouve où? Alors, changemavie.com, le podcast Change ma vie et puis sur les réseaux, sur Instagram, on est @oui-change-ma-vie. Super, merci beaucoup. Allez écouter le podcast de Clotilde que je pense vous écoutez déjà. Et on est sur YouTube aussi, donc voilà, si vous regardez cet épisode de podcast sur YouTube, vous cherchez Change ma vie sur YouTube aussi. Et vous vous abonnez.
quant à nous, on se retrouve dans le prochain épisode du Divan des Patronnes. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici et à très vite. Si tu as aimé cet épisode du Divan des Patronnes, il y a 2 choses très importantes que tu peux faire. Abonne-toi à la newsletter pour avoir les bonus de chaque épisode, accéder à la communauté du Divan des Patronnes et être informé des prochaines sorties. Le lien est en description. La deuxième chose que tu peux faire si tu veux vraiment m'aider dans le lancement de ce projet, c'est de laisser 5 étoiles sur la plateforme de ton choix et surtout de me dire ce que tu as aimé dans l'épisode. C'est ce qui me permet de te proposer le meilleur contenu à chaque fois. Et quand j'ai un petit coup de mou, je relis ces commentaires pour me donner de la force. Alors, merci pour ton écoute et à très vite.